Des mandalas mystérieux dans la neige. Du land art à base de pierres et de feuilles. Les réseaux sociaux adorent ça. C'est un endroit où on peut tout oublier. C'est l'essence de ce lieu. Les gens m'ont dit qu'en regardant mon travail, ils ressentaient une sensation de détente. Ces œuvres éphémères-là n'existent qu'un très court moment. Ce qui rend la glace et le sable si intéressants, c'est qu'ils permettent de créer de très grandes sculptures en relativement peu de temps. Un nuage comme sculpture, J'aime vraiment le fait que cette œuvre soit éphémère. quel est l'intérêt d'un art qui disparaît? Des motifs gigantesques, certains de la taille de 3 terrains de foot. Si vous allez aux Arcs, dans les Alpes françaises, vous y découvrirez des œuvres d'art éphémères, fugaces. On les doit au Britannique Simon Beck. Il est artiste sur neige. Avant de se lancer, Simon étudie pendant plusieurs jours les conditions météorologiques. La neige fraîche comme toile, et comme pinceau, ses raquettes. Plus une bonne condition physique, indispensable pour cet art sportif. Les gens disent « Tu as 67 ans maintenant ». C'est un travail plutôt difficile, non? Oui. Et le plus dur, ce sont ces petits équipements à mettre et à enlever et à attacher. Le site du dessin est à peu près comme ça. Nous allons commencer ici, marcher un peu, dessiner un cercle, puis ajouter 3 autres cercles, faire un triangle et commencer à remplir avec des détails. Aujourd'hui, Simon a devant lui au moins 5 heures de marche intense et concentrée, guidé juste par sa boussole et son mètre à ruban. Un faux pas pourrait tout ruiner. Il dessine chaque hiver une trentaine d'images dans la neige. Les gens me demandent souvent combien de pas cela représente. C'est énorme. Quelqu'un a compté 93 pas en 1 minute. Donc si vous marchez presque sans interruption pendant 10 heures, cela fait beaucoup de pas. Peut-être 55 000. Simon commence par tracer les lignes de base dans la neige et marquer des points de repère. Le plus grand défi, c'est la météo. On devient obsédé par les prévisions météorologiques, car ça fonctionne majoritairement grâce à l'ombre projetée dans les empreintes. Donc les gens ne peuvent pas le voir si le soleil ne brille pas. Mais il se lève. Simon Beck aime la montagne depuis qu'il est tout petit. Dès qu'il pouvait, il venait skier dans les Alpes françaises. Il a 67 ans. Avant, il vivait près de Londres et créait des cartes marines. Il y a 20 ans, il a déménagé pour la station de ski des Arcs. Ça a commencé comme un jeu. Après une journée de ski en décembre 2004, je me suis dit, et si on faisait un motif sur le lac? Et je l'ai fait. Cela m'a pris environ 1 heure. Et le lendemain, assis sur le télésiège, je l'ai regardé et je me suis dit, bon sang, je n'avais aucune idée que ça pourrait être aussi beau. Simon aime les formes géométriques, les structures fractales, les mandalas. Au cours du temps, ces motifs sont devenus de plus en plus sophistiqués et sa communauté de fans sur les réseaux sociaux de plus en plus étendue. Mais au début, on le considérait parfois comme un drôle d'oiseau. Les premières années, les gens me croyaient un peu fou. J'étais un idiot qui allait mourir dans une avalanche ou en traversant la glace. Mais les années ont passé. J'étais toujours en vie et de plus en plus de gens ont vu mes motifs et ont commencé à les prendre un peu plus au sérieux. Aujourd'hui, Simon est invité dans le monde entier pour produire ses œuvres.
aussi sur sable. Il y a déjà eu le Chili, le Canada, et il est même allé en Chine. Je considère que c'est un grand privilège d'être payé pour faire quelque chose que j'aime vraiment. J'ai un peu l'impression de gagner de l'argent sans rien faire, donc c'est vrai. Mais c'est parfois un peu difficile, pénible. Et quand c'est le cas, je me motive en pensant à tous les gens ordinaires qui font des travaux ennuyeux dans des bureaux ennuyeux, des villes ennuyeuses. Et je me souviens de la chance que j'ai de pouvoir faire quelque chose que j'aime. À part la météo, ses plus grands adversaires sont les skieurs et les dameuses. Il arrive parfois qu'il traverse son œuvre. Et en montagne, une tempête peut aussi surgir à l'improviste, effacer toutes les traces et rendre vaines toutes les heures de travail. On travaille à la limite, à l'heure de la fermeture. Bien sûr, on prend une lampe torche et on essaie de continuer dans la nuit pour terminer le dessin. Mon record, c'est 6h30 du matin. Le jour se levait déjà. Aujourd'hui, Simon aura terminé avant la tombée de la nuit. Après environ 6 km à travers la neige, la dernière étape, cruciale. Une photo prise d'en haut, avec le drone. Vite, avant que l'œuvre ne retourne dans l'ombre. Et avant le dégel qui viendra bientôt. Rien ne dure éternellement. Je me dis juste, bon, l'année prochaine, on en fera d'autres. La petite ville d'Estoy, au nord de Faro, dans l'Algarve. Dans les ruelles, si on se met sur la pointe des pieds, avec un peu de chance, on peut voir la mer. Et à l'entrée de ce petit village se trouve le Palacio de Estoy. La première fois que je suis venu ici, je devais avoir 20 ans. Le bâtiment était encore fermé et vide. Nous avons regardé par les fenêtres et avons vu ces magnifiques détails. Plus tard, je suis devenu artiste et je me suis toujours dit que c'était l'un de ces endroits où je voudrais un jour revenir pour créer un nuage. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Bernd Naut-Smilde a la tête pleine de nuages. Et il en crée lui-même, avec de la fumée, de la vapeur d'eau et de la patience. L'artiste néerlandais installe ainsi des nuages partout dans le monde, dans une nature et une architecture à couper le souffle. L'idée est venue d'une question. Et si je pouvais exposer un nuage dans un musée? Et si j'entrais dans un musée et qu'il y avait un nuage dans un coin de la pièce? Juste un nuage, rien d'autre, personne. Est-ce qu'on le verrait comme une sculpture? Ou comme quelque chose qui s'est échappé d'un tableau de paysage? Est-ce que ça cacherait quelque chose ou révélerait une pensée? Ça peut signifier n'importe quoi. Et j'aime que le contexte change avec chaque espace. Fermer la salle principale du Palacio de Estoy pour y créer un nuage n'est pas simple. Car cette salle fait partie du palais, qui est un hôtel, mais aussi un musée, et l'un des monuments les plus célèbres de la région. J'ai choisi cet endroit parce que je travaille sur cette série dans des espaces classiques, qui sont presque trop impressionnants. Les détails architecturaux ici sont très particuliers. Les plafonds peints avec les nuages et les anges, par exemple. Ça correspond très bien à l'atmosphère que je veux créer. Je suis conscient que les nuages n'existent que pendant quelques secondes. Ils se forment et en même temps, ils se désagrègent. Pour moi, la seule façon de les immortaliser est la photographie. Finalement, l'œuvre d'art proprement dite, c'est la photographie. Mais pas seulement l'objet photo, plutôt le moment que vous capturez, que vous figez. Des nuages dans l'immensité australienne. L'artiste travaille toujours avec le hasard. On peut créer les nuages, mais pas dessiner leur forme. La lumière vient d'ici. Je veux donc avoir le nuage dans cette direction et le saisir de ce côté. Et tout ça devrait être vide.
Il suffit d'avoir cette lumière du haut ici, car il y a aussi celle qui vient du dessous. Mais comme le soleil n'est pas assez haut, nous devrons peut-être avancer un peu. Je crée toujours une sorte de nuage archétypal. Vous voyez, ce nuage parfait qui s'intègre dans l'espace. Mais dès que j'y vois des formes, par exemple si mon assistant dit « Oh, on dirait une crevette » ou quelque chose comme ça, c'est fichu. On ne voit plus que ça et on ne peut plus l'utiliser. Je recherche donc vraiment des nuages archétypaux qui sont que des nuages et rien d'autre. Les cumulonimbus, ces nuages qui s'accumulent, peuvent atteindre jusqu'à 2 km de hauteur. Ces très gros nuages d'orage, ce sont mes préférés. Le titre, c'est Nimbus, parce que le nimbus est un nuage de pluie. Mais c'est aussi une aura, le nimbe qui entoure une personne. Prêt? C'est parti. Lorsque nous travaillons avec de la fumée, l'espace doit être à nouveau dégagé pour la prise suivante. Nous utilisons donc ce ventilateur pour évacuer l'air. Vous pouvez toucher les nuages tant qu'ils sont là. Je cours parfois au travers, on peut les toucher, mais ils ne durent que quelques secondes. Ils se dissipent et disparaissent. Pour moi, il s'agit vraiment de capturer cet instant, de saisir quelque chose qui s'est produit dans cet espace. Au nord de Faro, dans l'Algarve, il y a un palais et pendant un instant, ici, il y a eu un nuage. Ça va être grand. Aujourd'hui, l'atelier de John Foreman est une plage du Pembrokeshire, au Pays de Galles, entourée de falaises de 150 mètres de haut. Ma vie tourne autour de la météo et des marées. Je ne peux pas planifier grand-chose, donc c'est compliqué. Quand je suis dehors un jour où le temps est changeant, c'est compliqué. Son compte sur les réseaux sociaux s'appelle Sculpt the World, sculpte le monde. John Foreman trouve ses matériaux dans la nature et les transforme en œuvres fascinantes. Du land art. Quand il doit transporter les pierres, il écoute du death metal. Cette plongée totale dans le travail est comme une méditation. Pour moi, c'est une sorte de thérapie. Cela me permet de garder un bon équilibre mental. Il classe les matériaux que lui offre la nature par taille, forme et couleur, puis il crée ses motifs. Et il partage ses photos avec le monde entier sur les réseaux sociaux. Des pierres au Pays de Galles, aux Maldives, du corail noir. Des mandalas dessinés avec un râteau à feuilles sur la plage. Des compositions à base de mousse et de feuilles. Il vend aussi les photos. Sa notoriété sur les réseaux fait qu'il travaille désormais partout dans le monde. Mais c'est chez lui, dans le Pembrokeshire gallois, qu'il a découvert le land art pendant ses études d'art, et c'est là qu'il se sent le mieux.
Dans ce coin, je me laisse souvent piéger par les vagues, par la marée montante. Pour sortir, je suis obligé d'escalader le rocher là-bas, mais ça me permet de travailler plus près des pierres et de prendre en photo les vagues qui viennent recouvrir l'œuvre. John se donne 4 à 5 heures pour réaliser une œuvre. C'est un peu présomptueux pour cette journée d'hiver. Mais de toute façon, il préfère être dehors. Parfois, il sait précisément ce qu'il veut faire. Parfois, c'est du freestyle. La prochaine marée emportera son œuvre. Ça fait partie du processus artistique. L'éphémère, c'est son domaine. La mer l'emportera, toutes les pierres y reviendront. C'est un cycle constant de création et de destruction. C'est vrai pour tout, mais c'est beaucoup plus rapide que pour la plupart des créations humaines. John Foreman reçoit surtout des retours positifs. On lui dit qu'en ces temps difficiles, ça fait du bien de regarder ses œuvres. Le plus important pour lui, c'est que les gens aillent profiter de la nature. Ces photos touchent une corde sensible. C'est lié à cette sensation de paix. Au milieu de tout ce chaos des réseaux sociaux, on trouve le calme dans la nature, qui elle aussi est un chaos. À Biddinghuizen, aux Pays-Bas, un monde magique fait de glace et de neige va naître, par moins 10 degrés. 45 artistes internationaux travaillent pendant 2 semaines pour une exposition de sculptures. Voici l'architecte en glace du festival. Annick Kwizenga est elle-même sculptrice sur glace. Ici, elle assure la planification artistique et supervise toute une logistique complexe. Plus de 300 tonnes de glace et 275 tonnes de neige seront transformées en œuvres d'art. Le thème de cette année, c'est « Allons au cinéma ». Let's go to the movies. Vous allez bientôt avoir terminé, non? Oui, Il vous faut encore combien de temps? je pense que je peux finir aujourd'hui. Aujourd'hui. J'espère. Annick planifie, plusieurs mois avant l'arrivée des artistes, le thème de l'exposition et la quantité de glace qu'il faudra. Pas un cube de glace n'est livré sur place avant que tout soit préparé sur ordinateur. Où les éléments doivent être placés, la taille des blocs, comment ils doivent être empilés, et puis tout est construit. Lorsque je discute avec les artistes, je réalise quelques collages pour qu'ils puissent se faire une idée de l'ambiance à créer. C'est juste un moyen de communiquer avec les artistes pour qu'ils sachent dans quelle direction aller. De nouveaux blocs de glace sont régulièrement livrés dans le hall. L'ébauche est réalisée à la tronçonneuse. Quand on travaille avec de la glace, il est primordial de se rappeler que la glace est un matériau transparent. On pourra voir à travers la sculpture. Il est donc très important que les contours de la sculpture soient très nets et bien définis.
On travaille ensuite sur les détails à l'aide d'outils plus fins. C'est un matériau tendre, pas aussi dur que le bois, car je fais aussi de la sculpture sur bois. Avec le bois, je ne vois pas où va ma chaîne. Thomas vient de New York. Il recrée le décor du Roi Lion. C'est l'occasion de travailler de grands volumes, très rapidement. On peut jouer avec les formes, la lumière. On peut très vite voir les changements. Et c'est un matériau éphémère, très malléable. Des décors de cinéma en glace et en neige, de Pirates des Caraïbes aux Dents de la Mer. Les artistes travaillent pendant 2 semaines très intenses à l'exposition, qui dure 3 mois. La glace transparente est fabriquée selon un processus particulier, très complexe. On ne peut pas simplement prendre de l'eau, la mettre au congélateur et s'attendre à ce qu'elle devienne transparente. Ça ne marche pas comme ça. Quand on la congèle, l'eau doit être constamment en mouvement. Là, elle gèle couche par couche. Et c'est comme ça qu'on obtient de la glace vraiment transparente. C'est ici que se trouve l'entrée du royaume glacé des films. Il a fallu 4 heures pour envelopper les câbles et les ampoules dans la glace. J'ai scié ces pièces à la tronçonneuse, puis j'ai creusé, j'ai rempli avec de la neige, j'ai attendu qu'elles gèlent et enfin je les ai nettoyées. C'est comme ça aussi que nous avons réalisé les affiches. Dans la seringue, il n'y a que de l'eau. Elle sert de colle. À moins 10 degrés, la pièce prend immédiatement. La glace est faite d'eau, c'est ça l'astuce. L'exposition va ouvrir. Le marshmallow de SOS Fantôme et Alfred Hitchcock côtoient Nemo le poisson clown. Au début, quand j'ai commencé à faire ce travail, oui, ça m'a fait un peu mal. On sait que ça ne durera pas. Mais en même temps, c'est ce qui rend ce métier magique. On s'éclate sur les pistes du village des Alpes autrichiennes de Flachau. Qui aurait cru qu'une biennale artistique de 3 jours se déroulerait ici? Minus 20 degrees. Une action inhabituelle en préparation sous la direction de l'artiste performeuse Stéphanie Luning, originaire de Schwerin. Il nous faut des bidons, des tuyaux, des adaptateurs, tout l'équipement de jardinage possible. C'est un art expérimental. Ce qu'elle prévoit de faire aujourd'hui est une première. L'objectif, transformer la piste en une peinture abstraite colorée. La peindre avec des canons à neige. Les bidons et les tuyaux servent à acheminer l'eau teintée vers le canon. Stéphanie Luning est surtout connue pour ses actions gigantesques à base de mousse. Elle a déjà inondé des places à Dresde ou à Hambourg. Un sacré bazar. À Paris, devant le centre Pompidou. Les badauds font souvent partie de l'action. Le public est à chaque fois complètement différent. Au centre Pompidou, il y a finalement 100 000 personnes qui ont vu l'œuvre. Et c'est génial parce qu'elle prend encore plus d'ampleur quand le vent commence à la soulever et à la faire flotter lentement dans le ciel. On a l'impression qu'elle grandit encore. Mousse partie sur le parking.
Je trouve toujours ça passionnant d'explorer l'architecture locale et de jouer avec. C'est la première fois que Stéphanie Luning travaille avec de la neige. Pour l'eau, elle utilise des colorants alimentaires biodégradables. Elle crée les nuances à l'aide d'un mélangeur spécial. Dans le froid, c'est plus difficile qu'avec de la mousse. Ambiance, laboratoire de chimie. C'est un peu comme une palette. Là, je mélange les couleurs et ici, à l'avant, la couleur mélangée sort. C'est pas comme ce qu'on fait d'habitude. Il faut mélanger autrement. Les détails de la recette restent le secret de l'artiste. Là, je la renifle. Reste à la goûter. Pour toutes ces actions, l'imprévisibilité fait partie du concept. Ce que je trouve passionnant, c'est justement de ne plus rien contrôler. Je dis toujours que je prépare tout, puis que quand le travail ou l'action commence, je lâche prise. Ce qui arrive, arrivera. Je le mets à 6. Pourquoi rien ne se passe? Pas de couleur. Ah, ça y est. Ça marche. Oui, maintenant. Ici. Enfin, le canon à neige tire ses flocons colorés. Marlène! Rouge fermé. Jaune ouvert, rouge fermé. Un spectacle artistique éphémère aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et une expérience totalement inédite. Faire du ski de fond sur de la neige colorée. Je n'arrive pas à m'attacher aux œuvres d'art ou autres qui sont figées, immobiles, qui ne changent plus. Les œuvres éphémères sont toujours authentiques et toujours dans l'instant présent. L'enneigement artificiel est quand même critiqué par les écologistes. Mais cela n'a aucune importance pour Stéphanie Luning. Ce qui lui importe, c'est de mettre de la couleur dans l'espace. Avec la neige colorée, ça s'intègre parfaitement dans le paysage. Et on voit la moindre petite irrégularité à la surface. Elle travaille toujours en équipe. Merci à tous les bénévoles. Je crie toujours fort, car c'est généralement très bruyant. Soit les gens sont très bruyants, soit, comme ici, c'est le canon à neige. Il faut être assez dur au mal pour participer à mes actions. On est généralement complètement couvert de taches de toutes les couleurs, de la tête aux pieds. L'artiste est en tout cas satisfaite de son expérience. C'était génial. Je suis plus que satisfaite. Je suis vraiment heureuse. C'est amusant d'avoir un pinceau aussi grand. Et c'est vraiment du sport. Un canon à neige comme pinceau sur une toile de neige. Un jeu avec le hasard. Pour moi, c'est une immense toile et j'aime ça. J'aime surtout le fait que je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Ici, le travail se fait de façon autonome. Et bientôt, le tableau se sera évanoui. Est-ce qu'un artiste est triste lorsque son œuvre disparaît? Comment se sent-on quand on sait que ça ne durera pas toujours? Si c'était un problème, je ne me lancerais pas dans cette aventure. Pour moi, le processus physique de création de la sculpture est peut-être encore plus agréable que les produits finis. Ça ne me dérange pas du tout, en fait. J'aime que ça se régénère en quelque sorte. C'est comme faire table rase. Je peux continuer le lendemain. Et quand même, il reste une photo. Pour toujours.